Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous, très bienvenue sur News Jardin TV pour cette émission podcast numéro 5 que je présente avec Roland. Bonjour Roland. Salut Patrick. Et nous allons donc vous faire une heure de programme 100% jardin. Vous aurez les taupes, vous aurez le Victoria Regia, vous aurez le compagnonnage au potager, ça va être absolument superbe. Et nous allons aussi avoir un invité. Vous pourrez poser vos questions. On va sélectionner des questions qui sont arrivées sur le site. Je vous rappelle que nous sommes un podcast. Alors, c'est quoi un podcast, mon cher Roland ? Un podcast, c'est un truc où tu enregistres et en fait, tu peux réécouter. Ça y est, j'ai compris depuis que tu m'expliques. Tu peux écouter le jour, la nuit, le soir, le matin. Enfin, on peut écouter tout le temps sur les plateformes de podcast. D'où l'importance du micro. Alors, c'est essentiellement donc une émission de radio, mais vous pouvez aussi la voir en vidéo puisque Nicole est derrière la caméra et sur la chaîne YouTube de News Jardin TV, vous aurez ce que vous voulez. Les faits du jour, mon cher Roland. Donc, nous sommes le 107e jour de l'année, le 28e jour du signe astrologique du Bélier et le 28e jour du mois de Germinal dans le calendrier républicain français. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, tout simplement parce que on va parler de la pensée. Vous savez qu'il y a toujours une plante qui est associée au jour du calendrier républicain. Aujourd'hui, c'est la pensée. Alors, t'as une pensée pour nous ? Une petite pensée, oui. C'est bien d'associer chaque fois, ça nous permet de parler d'une plante. Cette pensée, eh bien, on la trouve, on est au printemps, mais elle est encore bien vigoureuse et vivace. On l'a installée à l'automne dans les jardins. Et là, elle est toujours en vie. Elle peut rester jusqu'au mois de juillet au moins. Souvent, on a tendance à la virer avant. Quel dommage. Oui, alors c'est vrai que beaucoup pensent que c'est une plante d'hiver. Et c'est vrai que c'est une plante d'hiver parce que quand il ne gèle pas, elle peut, depuis la fin de l'été même, on va trouver dans les jardineries quand... on va dire que ça commence dès le mois de septembre, voilà. Pratiquement, oui. Donc, dès septembre, vous achetez des plants et vous pouvez vous rendre compte de les avoir jusqu'au mois de juin. Donc, c'est quand même formidable. Alors, on les cultive comment, les pensées ? Surtout, la bête tient jusqu'à moins 20 pratiquement. Donc, elle est increvable. Hein. Alors, dès qu'il gèle... Ah oui, elle se rétracte. Elle fait un peu la gueule, mais ça fait rien. L'avantage, c'est de pouvoir fleurir à l'automne, et ça, c'est très plaisant. Donc, comment on va la cultiver ? On va trouver un coin, alors plutôt au soleil, mais si c'est à l'ombre, elle va quand même se débrouiller. Et puis, on va la planter un peu comme les plantes à massif. Hein. On va pouvoir rajouter un peu de terreau en terre de plantation, bien la tasser, l'arroser, évidemment pas s'il fait froid. Et puis, elle va tenir comme ça pendant tout l'hiver. Et il n'y a pas que les pensées aujourd'hui, il y a aussi les dictons. Alors pour le 17 avril, moi j'ai un petit dicton. Beau temps à la Saint-Anicet est l'annonce d'un bel été. Et toi, Roland ? Eh bien, à la Saint-Anicet, le coucou chante s'il ne fait pas trop frais. Alors espérons qu'il ne fasse pas trop frais. Il y a aussi des anniversaires avec des gens célèbres, ou du moins que l'on aimerait être peut-être plus célèbre. Le 17 avril 1839, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est la naissance de John Gould Veitch. Veitch, hein, Veitch. Il n'y avait pas de W. Oui, c'est dommage. J'aurais eu juste. Peut-être. Mais c'était un explorateur et un chasseur de plantes anglais qui est mort, malheureusement, de la tuberculose en 1870. Donc, il était quand même très, très jeune. Et il a beaucoup voyagé, ce monsieur Veitch. Il a été au Japon, il a été aux Philippines, il est allé en Australie. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rapporté énormément de plantes. Il y en a que tu connais très bien. Ah bon ? Des noms. Le croton, peut-être ? Le croton. Ouais. Alors, le croton, Alors, le croton, j'adore parce que quand tu vas en Guadeloupe, il y a des haies de croton, alors que chez nous, il pousse jamais. Enfin, il a du mal à pousser. C'est une très jolie plante, avec un feuillage magnifique. Puis qu'on a dans les appartements, tout simplement. Donc, Codium variegatum, si vous êtes un peu botaniste. Et puis, Acalifa. Alors, toi, tu l'appelles autrement. La queue de rat. Moi, j'aime mieux queue de renard. C'est un peu plus sympa. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça fait un genre de petite queue qui est très jolie. Il a trouvé les cordylines, il a trouvé le dracéna. Et puis, au Japon, en 1852, il découvrait Amamélis,
japonica, bien entendu. Alors, le nom de la famille Vetch, il est important parce que sont toute une lignée d'horticulteurs, de gens qui sont restés vraiment dans le jardin pendant longtemps. Et il y a des plantes qui portent le nom de Veichi, comme par exemple Abies Veichi, le sapin de Veitch. Et oui, un auditeur nous appelle, ou du moins nous a appelé, nous a écrit sur le site internet de News Jardin TV. Et c'est Joël. Qu'est-ce qu'elle nous demande, Joël? Alors, Joël, elle a un aloe vera en pot. Elle précise un petit pot dont une tige plie en deux depuis quelque temps. Est-ce qu'il s'agit d'un excès d'eau, d'un manque d'eau ou d'un cycle normal lié au comportement de la plante? En tout cas, ces tiges ne brunissent pas. Alors, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que lorsque vous avez un problème avec une plante, s'il vous plaît, vous nous envoyez une photo. Vous pouvez envoyer sur contact@newsjardintv.com ou alors directement sur le site ou même sur la chaîne YouTube, parce que pour nous, ça sera utile. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il pourrait s'agir tout simplement de la forme normale de l'aloe vera. Les feuilles sont canaliculées. Pardon. Ça te fait hurler de rire. Ouais. Mais non, canaliculé, qu'est-ce qu'on entend? Canal. Oui. Donc c'est une forme de canal, comme une gouttière, et donc effectivement, on peut avoir l'impression qu'elle se plie en deux. Mais toi, tu as une autre idée. Mais par contre, oui, il faut quand même gérer l'arrosage correctement sur ces aloe vera. Donc en hiver, pratiquement jamais arrosé. Et donc c'est vrai que c'est difficile à doser l'arrosage. Si on arrose un petit peu trop, on peut avoir des tiges et des feuilles un petit peu molles qui vont tomber. Donc là, vraiment, il y a un calage à faire au niveau de l'arrosage. Non, mais c'est en plus hyper grave. C'est-à-dire que lorsque vous avez une plante succulente, donc ce qu'on dit aussi une plante grasse, qui commence à faire ça, ça veut dire que la plante, non seulement elle a été trop arrosée, mais que ça a attaqué les racines. Les racines s'étouffent, les racines s'asphyxient, et dans ces cas-là, il risque d'y avoir une pourriture. Alors qu'est-ce que tu ferais? Bah, si c'est pourri, tu sais quoi, j'en rachète une, parce que là, c'est fini. Là, il est préférable d'arroser, bah oui, il est préférable d'arroser moins et que l'excès. On peut pas retirer de l'eau. Par contre, on peut toujours en rajouter. Donc, moi, je conseillerais déjà de limiter l'arrosage, voire pas d'arrosage du tout. Tu en as un à la maison, on l'arrose pas du tout pendant l'hiver. Voilà, pendant l'hiver, toutes les plantes succulentes, on ne les arrose pas. D'ailleurs, il y a une vidéo sur News Jardin TV qui va vous expliquer tout ça avec Frédéric Potts au Jardin botanique de Nancy. Vous allez voir, sur les plantes de la sécheresse, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'elles peuvent faire pour justement garder l'eau. Et donc si vous en mettez trop, ben, ça les fait pourrir. Alors je rappelle, un sol quand même plutôt très sableux, très très drainant, mise en place en plein soleil, même pendant l'été. Ce sont des végétaux qui ont l'habitude de recevoir un maximum d'ensoleillement. Et une plante, comme disait Roland, donc on va la mettre plutôt un peu au frais pendant l'hiver, mais à ce moment-là, on ne l'arrose plus jamais. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Parole d'expert aujourd'hui, c'est le compagnonnage au potager. Et ça, je pense que c'est tout à fait dans tes cordes, parce que dans ton potager extraordinaire de la région de Vittel, tu dois forcément faire des associations des plantes qui sont positives les unes avec les autres. C'est ça, hein, le compagnon. Oui, c'est ça. C'est qu'on essaye de repérer les qualités d'une plante qui vont peut-être attirer les insectes mellifères, qui vont peut-être repousser les pucerons, enfin qui vont avoir une activité qui fait que la plante d'à côté sera protégée. Donc, de quelque manière que ce soit, il y a une interaction entre les végétaux qui vont céder. Alors, il y en a certains qui cèdent pour la croissance, il semblerait. Est-ce que tu as déjà vu ça, que deux légumes différents mis l'un à côté de l'autre vont avoir, on va dire, un effet bénéfique? Ils sont plus costauds, ils sont plus sympas, ils s'aiment bien. Alors, on les repère, c'est difficile, parce que dans le compagnonnage, il faudrait faire des tests très poussés pour pouvoir avoir vraiment cette efficacité, et avoir un test avec et un test sans. Et donc, on a l'impression que certaines poussent beaucoup mieux ensemble. Bon, évidemment, je vais te citer un exemple que tu aimes bien, c'est la tomate et le basilic. Il nous manque l'arbre à mozzarella à côté, voilà, donc ça serait parfait. Mais bon, on a l'impression qu'elles s'entendent bien. Maintenant, il y a des choses un petit peu plus poussées qui nous font voir des qualités meilleures. Alors, on voit des qualités meilleures surtout lorsque l'on obtient ce que l'on appelle une confusion olfactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, les insectes prédateurs, nous on les appelle prédateurs parce qu'ils vont se nourrir de nos plantes, eh bien ces insectes se dirigent
beaucoup à l'odorat. Si, par exemple, vous avez des choux qui sont couramment attaqués, soit par la pierrite, vous savez, ce petit papillon blanc dont les petites chenilles dévorent complètement les feuilles, voire aussi les altises potagères qui attaquent toutes les plantes de la famille des brassicacées, alors que ce soit les navets, les radis, tout ça, qui sont des tout petites coléoptères de rien du tout, qui sont souvent au collet, eh bien, il suffit souvent de mettre des poireaux ou de l'ail à côté, parce que l'odeur est puissante et la plante va donc environner le chou de cette odeur-là, et du coup, le prédateur, il se dit, tiens, où il est mon chou? Il ne le trouve pas. Donc, est-ce que tu fais des trucs comme ça, toi? Oui, et pour ça, il faut accepter, par contre, de faire son potager un peu différemment. Parce que c'est vrai que si tu le fais en rang, tu pratiques quelque part la monoculture, et par exemple, les dorifores, tu leur mets une rangée de patates, oui, ils ont repéré tout de suite. Mais il suffit de mettre du lin, on dit. Tu l'as fait, ça? Oui, j'ai testé. C'est bien quand il n'y a pas de dorifort. Ça, ouais. Non, je ne sais pas si c'est pipeau. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Par contre, on a mis des morels de Balbie. La morelle de Balbie, c'est un genre, c'est la famille des solanacées. Alors, ça pique. Je fais parce que ça pique. Moi, j'aime pas beaucoup le temps piquant. Ça pique. Par contre, le fruit est très bon. C'est un genre tout petite tomate. Et donc, les dorifores sont attirés par la morelle de Balbie, ils vont dessus en priorité. Alors tu vas le perdre, mais cela dit, c'est une plante tellement vigoureuse, oui. Et donc ça te permet de détourner l'attention des dorifores. Mais pour ça, je reviens à ta question, c'est qu'il ne faut pas pratiquer uniquement la monoculture. Nous, on mélange tout. Tu mélanges tout, c'est une bonne idée. Mais attention, parce qu'il y en a certaines qui ne s'aiment pas. Du moins, on dit ça. Oui, c'est vrai. Vu ça? Alors, je ne l'ai pas vu parce que je l'ai contrôlé, du coup j'ai été prévenu, tu m'as prévenu. L'absinthe, par exemple, a tendance à dégager des petits trucs avec ses racines pour essayer de faire crever les autres à côté, la garce. Alors scientifiquement, on appelle ça la télétoxie. C'est donc on sent bien qu'il y a une sorte de télétransportation des toxines, mais c'est vrai, les plantes sécrètent des toxines, du moins certaines. Par exemple, le noyer. Le noyer, lui, c'est bien connu que les feuilles de noyer ont une substance qui s'appelle la juglone, et lorsqu'elle tombe au sol en automne, lorsque les feuilles donc naturellement tombent au sol, cette juglone rentre dans le sol, et si tu as bien regardé, il n'y a pas grand-chose qui pousse au pied d'un noyer. Et oui, tu sais que ma grand-mère me disait, ne va jamais dormir sous un noyer, tu pourrais mourir. Alors ça, je sais pas. Oui, tu pourrais te noyer. Elle m'a pas dit ça, ma grand-mère. Alors on a la rue aussi, la fameuse Ruta graveolens, qui est sympa d'ailleurs, et elle, ses racines contiennent de la coumarine, qui joue un rôle. Normalement, on dit qu'elle est répulsive au niveau du basilic. Donc, on ne met pas de la rue à côté du basilic. Alors, il y a d'autres choses comme ça aussi. Par exemple, les phlomis. On dit Phlomis fruticosa, qui est une plante assez imposante. Ça ne pousse pas trop bien dans ta région, Phlomis fruticosa. C'est un peu frileux. Eh bien, ça, une fois que vous avez planté, il n'y a pas grand-chose qui pousse autour. Bon, il y a la piloselle, il y a beaucoup de plantes comme ça. Alors, est-ce que toi, tu as vraiment expérimenter certaines choses? Par exemple, on dit que le navet, le fenouil, par exemple, ça empêche l'altise. Non, alors l'altise, je vais te dire, on a tout essayé. Ça fait 3 ans qu'on a des altises sur tout ce qui est brassicacé. Les altises, on le rappelle, c'est une petite bestiole qui fait 2-3 mm, qui bouffe tout, mais c'est dès qu'il fait chaud. Alors donc, on n'a pas su encore mettre une bonne association. Cette année, l'an dernier et il y a 3 ans, on a toujours eu, enfin l'an dernier, on a eu des altises. Et les altises, malgré les associations qu'on a pu tester, il y a toujours de l'altise. Donc là, ça marche moins bien. Alors j'ai vu dans ton jardin, quand j'ai eu le plaisir d'aller le visiter, tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est visitable par le public? Non, par moi. D'accord. Donc sinon, vous regardez aussi la vidéo qu'on a tournée avec Roland et avec Marilyn. On en a fait 2 où on voit bien leur jardin. Et c'est vrai. Alors, je vais vous dire un petit secret. Je ne suis pas un grand passionné des trucs naturels, machin, tout ça. Moi, je suis un vrai jardinier. Je pense que le jardinier est plus important. Mais quand on va chez Roland et Marilyn, qui font un vrai jardin au naturel, c'est magnifique. Et ben vous. Alors, ce que je voulais dire, c'est par exemple, toi, je disais, il y a beaucoup de bourrache dans ton jardin. Oui. On dit par exemple que bourrache et fraisier, ça fait vraiment quelque chose de très bien. Et oui, et puis la bourrache, elle est indispensable. Alors là, on en a mis un peu partout. D'abord, elle se sème très bien. Elle est mellifère, donc là, elle favorise l'arrivée de nos petites abeilles, puisqu'on a une ruche à côté. Et puis surtout, elle se mange, elle est très bonne. Alors évidemment, on te dit, ouais, il faut manger la fleur, mais il n'y a pas que ça. Il y a les pestos de bourrache. Alors, il y a aussi la menthe avec le chou, l'aneth avec la fève, le fenouil avec le navet, le géranium rosa, qui est très
puissant au niveau de l'odeur avec le poivron. On dit que les fraisiers aiment bien être avec les haricots, les oignons, le framboisier avec l'ail, le noisetier avec les jacinthes sauvages, le fenouil contre la rouille du rosier. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, vous faites du compagnonnage, vous essayez, vous nous écrivez et vous nous direz comment ça marche. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Il est temps, mon cher Roland, de parler des actualités. Alors, pour contredire les gens qui disent « Oui, vous faites plein de pubs dans votre émission ». Non, non, l'actualité, c'est nous qui choisissons des choses qui nous semblent intéressantes pour tout le monde, simplement pour vous les faire connaître. C'est en aucun cas de la publicité. Alors, quelle est ta nouveauté du jour, mon cher Roland ? Ben, c'est un machin qui n'est pas encore sorti. C'est un outil qui sortira au mois de juillet 2021. Pas 2029. 2021. Ah, donc là, on y est bientôt. Et c'est un émietteur. Donc c'est la marque Le Borgne qui a fait ça. On connaissait cette, pas rotogriffe, mais la biogriffe, donc qui va permettre d'aérer le sol. L'inconvénient dans une sorte de grelinette, quoi. Oui, c'est ça, grelinette. Et on va le dire comme ça parce que c'est connu. Et l'inconvénient, c'est que quand tu étais dans un sol lourd, c'est que c'était assez complexe. Et là, il y a deux petites pattes sur l'arrière. Donc ça, on connaissait le principe. Et en plus, un genre de grille à l'avant qui va te permettre d'émietter les grosses mottes de terre. Donc tu fais double boulot et c'est beaucoup plus cool. Mais alors c'est quand même un peu l'usine à gaz, hein, parce que déjà cet outil-là, il est relativement lourd, il est encombrant, et là il se complexifie, on va dire. Il te facilite la vie. Il te facilite, pourquoi ? Parce que le travail est beaucoup moins dur quand je te dis encore une fois dans un sol un petit peu argileux, où j'hésitais avec des fois chez nous, la grelinette c'est un petit peu chaud patate, Oui. et mais là avec ces deux appuis derrière, tu forces beaucoup moins, et surtout tu recasses les mottes. Ah, tu recasses les mottes et moi je vais pas casser mon ami Roland, hein, motte bien sûr. En parlant des dalles, des dalles et bordures Eurogarden qui sont en caoutchouc recyclé, c'est dans la marque Rebimex. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est quand même très intéressant de savoir que on a chaque année en France à peu près 500 000 tonnes, je dis bien, de déchets de caoutchouc, notamment des vieux pneus dont on sait strictement rien faire, sauf eh ben justement, on fait des dalles, on fait des bordures, on fait même des pots, et c'est un matériau costaud qui est pratiquement inusable et que vous allez pouvoir mettre discrètement dans votre jardin, parce que c'est assez sympa. Ce produit, donc 100% bien sûr recyclé, ça change pas de couleur, ça tient bien au choc, entre les températures, même chez toi, t'as pas ça, moins 30 ça tient, et Non, jusqu'à 50 degrés, donc vous avez aucun problème, ça peut aussi supporter bien sûr les passages répétés. Alors il y a plein de modèles différents. Alors ça coûte, on va dire c'est moins cher quand même que le dallage normal, c'est quand même encore un tout petit peu cher, puisque le style pavé, 15,90 pour une dalle de 45 de côté, donc ça va vous faire quoi, 3 ou 4 dalles au mètre carré, donc vous allez être autour de 50 € le mètre carré, c'est aussi beaucoup plus facile à poser. Alors, malheureusement, au niveau de tout ce qui est manifestation, salon, je pense qu'en fait, le mois d'avril est encore à zapper. On avait le Festival de la Tulipe à Cheverny, le Festival de Tulipes à Vendeuvre. Elles sont magnifiques, les tulipes, en ce moment. Malheureusement, ces jardins ne sont pas encore ouverts au public. Et ça, je le regrette énormément parce que dans un jardin, on a quand même beaucoup moins de risques d'attraper le Covid. Hein. Donc moi, je pense quand même qu'on aurait dû rouvrir les jardins. Peut-être avec une certaine jauge, mais voilà. Bon, écoute, c'est fait. Hein. Un coup de cœur, mon cher Roland ? Ah ben oui, parce que justement, comme on ne peut pas sortir, il y en a qui s'organisent. Et là, j'ai un petit fleuriste de l'Eure. Alors, j'ai pris lui au hasard, qui vend ses bouquets, parce qu'il faut quand même qu'il vive, le bougre. Il vend ses bouquets 24/24, 7 jours sur 7, parce qu'il a trouvé une histoire de kiosque. Et c'est Céline Cross qui est fleuriste là-bas dans l'Eure, et qui, elle, vend ses bouquets, puis elle constate qu'il y a même des achats. Donc, tu viens, tu mets tes petits sous dedans, tu prends le bouquet que tu as choisi, puisque c'est vitré. C'est un distributeur automatique. C'est un distributeur, bah oui, je ne savais pas le dire comme ça, parce que mais c'est bien, distributeur automatique de fleurs, tu as ton bouquet frais, et là même des ventes à 5h du matin. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait le gars ou à 5h du matin. Mais bon. Il rentrait totalement bourré, il a cru que c'était un sandwich peut-être, ou alors c'était pour apporter à sa femme. Parce qu'il voulait, je voyais quelque chose de plus romantique quand même. Plus romantique. Alors moi, mon coup de cœur va à un jardin qui lui aussi est fermé pour l'instant, mais je vous incite vraiment à vous y précipiter dès que les conditions seront un petit peu meilleures. C'est le parc oriental, parlons correctement, de Molévrier. Molévrier, c'est dans le Maine-et-Loire, pratiquement à la frontière de la Vendée. C'est certainement
un des plus beaux jardins d'inspiration japonaise qui existent. Alors, dans notre pays, ça c'est sûr, en Europe, peut-être aussi. Ce jardin est tellement authentique, je dirais, dans sa réalisation, bien qu'il n'ait pas été réalisé par des Japonais, que des experts japonais sont venus et lui ont attribué un label en disant, voilà, c'est vraiment un jardin d'inspiration Edo et vraiment un jardin que l'on peut visiter. Alors, l'idéal, ça aurait été d'y aller au tout début avril parce qu'il y avait les cerisiers en fleurs, mais c'était fermé. Mais vous allez avoir, dès le mois de mai, les azalées, et c'est une belle pièce d'eau avec des arbres qui sont taillés, et on peut pratiquement en profiter toute l'année, parce que c'est vraiment, vraiment un jardin de détente, d'inspiration. Et si vous aimez les bonsaïs, vous avez aussi toute une collection, et aussi des bonsaïs à vendre. Il y a régulièrement aussi des manifestations, il y a aussi des Japonais qui viennent, qui vous montrent des démonstrations souvent très, très intéressantes. Et maintenant, mon cher Roland, on se repose pendant quelques secondes pour écouter le message d'un de nos sponsors. Et merci de bien l'écouter parce que c'est très, très joli. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tache ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Eh bien, un autre auditeur nous a écrit sur le site News Jardin TV et nous demande la chose suivante. C'est Amina. Peut-on planter un lilas dans la région de Brest? Alors, c'est complètement à l'opposé de chez toi, mon cher Roland, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, je répondrai comme ça, mais oui, on peut le planter partout, le lilas, sauf que, est-ce que à Brest, c'est bien une bonne vieille terre calcaire de chez nous? Eh ben non, voilà, le problème, c'est qu'effectivement, sur le plan, on va dire, du climat, le lilas, il n'y a pas de problème, t'en as chez toi. Ah bah oui, ça tient partout, presque partout. Ça tient partout, mais c'est un arbuste de sol calcaire. Or, sur le massif armoricain, nous avons essentiellement des sols acides, voire très acides. C'est la seule, quasiment, région de France, la Bretagne, où vous allez trouver des rhododendrons plantés directement comme ça, en pleine terre. Bon, il y a la Sologne aussi, mais bon, c'est quand même un endroit assez extraordinaire pour cela. Mais le lilas, lui, n'aime pas.
Alors, le lilas est quand même une plante de ta région, parce que tu as quand même peut-être 2 mots à me dire sur Monsieur Lemoine. Ah ben Victor Lemoine, oui, qui était un grand obtenteur qui a trouvé des lilas merveilleux, hein, Syringa vulgaris, Madame Lemoine, donc qui est blanc, qui est magnifique, et puis Belle de Nancy, qui est mauve et rose, qui est super, qui va grandir comme un lilas normal, mais Monsieur Lemoine, c'est notre pape là-bas dans le Grand Est. C'est ton pape dans le Grand Est, et il a créé effectivement de très très belles variétés de lilas. Alors, on va dire que actuellement, le lilas est encore en fleurs. La meilleure façon de le tailler, c'est tout simplement de se faire des beaux bouquets de fleurs, parce que il fleurit sur des pousses de l'année précédente, c'est-à-dire donc des pousses qui se sont développées l'année dernière. Et si vous le taillez pas, eh bien, il va refaire une pousse cette année, toute longue, qui portera des fleurs à l'extrémité. Donc, le coup de le tailler maintenant, c'est que on va redescendre la hauteur de la plante, et la pousse nouvelle, donc florifère pour l'année prochaine, va se trouver plus bas. Si vous ne le faites pas, ben vous avez des lilas qui peuvent monter à quoi, 4 mètres? Ah oui, voire plus. Et puis, ça va faire des graines en plus, donc il va s'épuiser. L'an prochain, il n'est même pas dit que tu auras des fleurs si tu ne fais pas cette taille. Oui, alors donc moi je la conseille vraiment. Il y a des gens qui me disent ouais, pourquoi vous taillez? Ben parce que justement, le travail du jardinier, c'est toujours d'essayer d'être en équilibre avec la nature, d'être en équilibre au niveau esthétique, mais aussi pour la plante elle-même. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Le dossier cette semaine, c'est les taupes qui sont souvent vraiment les ennemis. Je vois Roland qui est mort de rire. Mais oui, moi je considère que c'est les ennemis du jardinier. Lorsque vous avez une très très belle pelouse, lorsque vous avez vraiment trimé pour vous faire un super massif, etc., que le matin vous vous levez et que c'est la guerre de 14-18, les tranchées, c'est quand même un peu terrible, non ? Non. Non, c'est vrai qu'il y a toujours 2 façons de voir les choses. Hein. C'est comme une montagne, il y a la partie à l'ombre et il y a la partie au soleil. Et ouais, moi, je le vois un petit peu différemment. Je me dis que nous, jardiniers, nous devons nous adapter à la nature. Il y a des taupes qui sont là, qui peuvent aussi nous filer des coups de main. Et mon souci, c'est de me dire, mais comment on peut justement vivre en harmonie avec les taupes ? Alors, mesdames, messieurs, je suis persuadé que Roland n'a jamais eu une seule invasion de taupes dans son jardin. Alors, bien sûr, c'est un animal qui est particulier parce qu'on le voit rarement. C'est un animal souterrain, c'est un insectivore. Alors oui, là-dessus, on peut dire ça se nourrit de vers, mais ça se nourrit quand même principalement de lombriques. Or, le lombric est quand même très utile pour le jardinier. Ah ben, il est utile, mais ça veut dire que si la taupe est là, ça veut dire qu'il y a déjà des lombrics. Donc on est dans un terrain qui est plutôt très bon. On a de la chance. Mais c'est très 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 gourmand la taupe, ça mange tout le temps. Donc si elle vous détruit tous les lombrics, bon, c'est déjà un problème. Le deuxième problème, c'est quand même la taupinière. Donc on a des taupes quasiment partout dans toute la France. Il n'y a pas de région où il n'y en a pas. Alors ça vit surtout dans les prairies, dans les sols meubles. Donc c'est pour ça que c'est souvent sur les gazons. Et elle n'aime pas, elle, les terrains très sablonneux, pierreux, rocailleux. D'abord, bon, quand il y a plein de pierres, ça la gêne pour faire ses galeries. Donc elle est pas là. Et donc c'est une plante. Non, c'est un animal. C'est un animal. Je suis tellement obsédé par les plantes. Qui vit environ 3 à 6 ans. Et elle a des sortes de pelles à la place des pattes antérieures. Tu as déjà vu ça? Oui, et ce qui est paradoxal, c'est que apparemment en laboratoire, elle pourrait vivre 10 à 20 ans, puisque ce qui fait qu'elle meurt si rapidement, c'est l'usure de ses dents, puisqu'elle mange, comme tu l'as dit, des lombrics qui sont pleins de terre, et donc l'usure des dents est plus rapide. Alors, donc je disais qu'elle est insectivore, donc elle mange des lombrics, jusqu'à 80% de son alimentation, mais c'est vrai qu'elle peut aussi nous rendre un petit service. Elle peut manger quelques limaces, elle peut manger des petits mille-pattes, des choses comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est vraiment une dévoreuse? Parce que c'est un animal qui a un métabolisme très rapide, et si elle ne mange pas pendant 24 heures, eh bien, elle peut mourir. Donc, en général, une taupe, accroche-toi, parce que toi, tu ne le fais pas, même si tu es un bon gourmand, elle consomme son poids de nourriture par jour. Ah oui, j'essaye, mais c'est dur. Alors, est-ce qu'elle a des ennemis naturels, cette taupe?
Ah bah oui, il y a des bestioles. Bah, le renard d'abord qui va essayer de la récupérer. Il y en a dans tous les jardins, des renards. Écoute, nous, ils commencent à faire les poubelles. J'habite à la campagne dans un village de 400 habitants et oui, on les voit de plus en plus fréquemment. Mais comme tu as parlé de prairies, c'est vrai que ça fait partie de leur alimentation. Et puis, bah, il y a les quelques rapaces qui vont essayer d'aller les récupérer. Il y a des cigognes dans ta région ? Non, on les voit pas. Il faut monter jusqu'en Alsace parce que la cigogne, elle peut se nourrir de taupes. Alors, on va prendre un invité, un professionnel, un spécialiste, un expert. Il s'appelle Jérôme Dormion et il est taupier professionnel. Et il travaille notamment dans les jardins de Versailles. Ah oui. Il a créé une société qui s'appelle Top Green. Jérôme, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Alors, on a devisé un peu avec Roland sur la taupe. Je ne sais pas si vous êtes totalement adepte de ce que nous a dit notre ami Roland sur le fait qu'il faut protéger les taupes, parce que vous n'auriez plus de boulot. Roland a un petit peu raison. Quand les taupes sont au fond de votre jardin et qu'elles restent dans cette partie, on les laisse tranquilles. On n'est pas là... Nous, on est là juste pour les réguler quand elles prennent trop d'ampleur sur les belles pelouses. Parce qu'en fait, est-ce que ça se multiplie beaucoup quand vous avez une taupe, après vous en avez 50 rapidement ? Non, elle fait juste une portée par an de 5, de 4 à 6 petits. Oui, mais qui eux-mêmes peuvent plus tard recommencer. Donc, vous, on vous appelle dès que en fait, le terrain est devenu une sorte de champ de labour, il y a des taupinières partout. Et qu'est-ce que vous faites alors ? Donc, nous, on fait du service à domicile. Donc, on vient chez vous. On pose des pièges traditionnels, on n'utilise aucun produit chimique, ni produit à pétard. Les pièges traditionnels, c'est les pinces ? Voilà, c'est la pince putange, et ce qui va nous permettre de vraiment prendre l'animal. On va pas enlever tout l'environnement, détruire l'environnement autour, on va juste prélever la taupe. Alors le truc, c'est de savoir comment faire. Donc c'est quoi la technique, sans dévoiler vos secrets, mais il faut quand même... Pour simplifier, il faut comprendre d'où elle vient et trouver la galerie principale. Ah oui. Mm-hmm. Et est-ce que c'est vrai que la taupe ne revient pas vers la taupinière, que lorsqu'elle a fait une taupinière, en général, c'est pas des endroits où elle repasse souvent? C'est pas là où elle passait plus souvent, ouais, c'est vrai. Elle vient dans la nouvelle taupinière 1 ou 2 fois par jour, alors que dans la galerie principale, elle peut y passer 7 à 8 fois. Donc, on va privilégier la galerie principale pour poser des pièges. Est-ce que c'est cher l'intervention d'un taupier? Par exemple, j'ai un petit jardin dans la banlieue parisienne, je veux que vous veniez me détauper mon jardin. Est-ce que ça coûte cher? C'est pas évident de donner un prix, ça dépend de la surface, de votre environnement, du nombre de taupinières. On met une fourchette. Si vous êtes au bord d'une forêt, on préconise plus des contrats à l'année, on passe tous les mois. Ah oui. Si vous voulez, c'est récurrence, c'est un peu sans fin. Donc il y a un vrai suivi derrière, mais dans un petit jardin, on peut vite régler le problème. Il faut compter entre 200 et 300 euros pour l'ensemble de la prestation. D'accord. Oui, ça peut être utile parce qu'une pelouse, ça coûte quand même un petit peu plus cher. Mon cher Roland, tu avais une question? Oui, Jérôme, j'ai entendu parler d'un piège tunnel, un genre de tuyau avec un petit trou au bout, la taupe rentre dedans, elle ne peut plus ressortir et on la récupère, on la déplace chez le voisin ou ailleurs. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Oui, alors on le vend un peu comme un piège écologique. Le souci, c'est que la taupe va mourir en 15-20 minutes de stress. Donc, si vous voulez, c'était intéressant au départ, mais c'est un animal sauvage et il va vite mourir de stress, quoi. Ouais. Et le fameux détaupeur, le piège pyrotechnique, qui est a priori est-ce qui est le plus vendu par les jardineries, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on peut pas l'utiliser. Ce piège n'est pas utilisé chez les professionnels, par exemple sur les terrains de foot, les golfs. Et si vous voulez, le problème, c'est ça peut être dangereux. Il faut bien le manipuler. Oui. Mais c'est efficace. Le problème, c'est je sais pas, nous on l'utilise pas. Oui, le problème, c'est qu'on visualise pas la capture. Donc, si vous voulez, nos clients, ils veulent voir la taupe, si on a vraiment réussi à les attraper. Alors, on a vu aussi sur le marché des appareils à ultrasons qui sont censés normalement repousser les taupes. Est-ce que vous avez des idées ou des choses là-dessus? Nous, souvent, quand on vient, la taupe a mis l'ultrason en travers et elle a fait sa taupinière en dessous. Ah oui, donc vous mettez en doute l'efficacité. Non. Est-ce qu'il y a une période la plus favorable
à laquelle vous intervenez? Est-ce qu'il faut vous appeler à des moments précis lorsqu'on veut que vous interveniez efficacement? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a moins de travail au printemps. Hein, il faut vraiment de l'humidité pour que les vers de terre soient en surface et que la taupe puisse creuser. Hein, par exemple, en période très sèche, on fait peu d'intervention. D'accord. Donc l'été, par exemple, ça marche pas? Alors, on a de la chance, c'est que beaucoup de gens maintenant ont l'arrosage automatique. Ah, d'accord. Donc ça favorise. Celui qui met l'arrosage automatique, il attire toutes les taupes du quartier. Ouais. Et un truc, Jérôme, on entend parler quelquefois de dire qu'il faut mettre des trucs horribles, il faut mettre des branches de rosier parce qu'elle est hémophile. C'est quoi cette histoire? C'est complètement faux. Alors, cette histoire, donc en fait, nous, en surface, on a 21% d'oxygène, hein, l'homme. La taupe sous terre, elle n'a que 7% dans ses tunnels, 7% d'oxygène. Donc, si vous voulez, c'est le seul mammifère qui a des poumons énormes. Donc, ils sont remplis de sang et si elle saigne, elle se blesse, il va y avoir beaucoup de sang qui va couler. Mais ça n'a rien à voir avec l'hémophilie. Non, mais en plus, c'est quand même carrément barbare, une chose comme ça. Il y a des gens aussi qui disent on met les gaz d'échappement. Il y en a d'autres qui mettent carrément du gazole ou de l'eau de javel, de la naphtaline, enfin tout ça. Non, ça, faut pas faire des choses comme ça, c'est monstrueux. En revanche, il semblerait qu'il y ait un chien, l'American Staffordshire Terrier, un petit cousin du Pitbull, et puis le Schipperke aussi, qui est un chien belge, qui serait complètement agressif sur les taupes. Oui, il y a des petits chiens. Moi, j'avais un teckel, c'est un terrier. Hein. Tout ce qui est terrier peut être très bon pour la chasse aux taupes. Ouais. Donc, Jérôme, pour terminer, on vous trouve où, comment, et aussi vous faites de la formation, je crois. Voilà, donc c'est Top Green. Hein. J'ai créé un concept de franchise sur la France, la Belgique et le Canada. On a une 30aine de taupiers. Chacun a son secteur. On peut intervenir chez vous. Et c'est des gens que j'ai formés plusieurs mois sur la technique pour vous garantir un résultat. Donc ça s'appelle topgreen.com. Et ça s'écrit à l'instant pour ceux qui voient la vidéo sur notre site. Et moi, j'ai le dernier conseil extraordinaire à vous donner. Si vous voulez éliminer les taupes, enterrez-les vivantes. Un autre auditeur, et on remercie quand même Jérôme d'avoir participé à notre dossier, un auditeur, mon cher Roland, qui s'appelle comment ? Nicolas, qu'est-ce qu'il nous a dit alors Nicolas, il nous dit « Vous faites souvent, mon cher Patrick, l'éloge des variétés modernes de légumes et des hybrides. Mais moi, je préfère utiliser uniquement les variétés anciennes que je peux multiplier moi-même et ainsi, comme cela, participer à leur protection. Qu'en pensez-vous, mon cher Patrick ?» Alors moi, je pense que à partir du moment où il y a une variété nouvelle, elle présente, c'est même pas que je pense, je suis sûr, puisque c'est comme ça qu'elle est déclarée nouvelle, elle présente des améliorations. Donc, une plante qui sort sous le nom d'une nouveauté, elle est meilleure, toujours, qu'un test, ou du moins qu'une plante de référence. Alors, ça ne veut pas dire que les anciennes variétés n'étaient pas intéressantes, mais il y a, je trouve, personnellement, une sorte de mythe autour du fait de dire « oui, moi je prends des vieilles variétés parce que c'est plus goûteux, etc. » Je connais très très bien les sélectionneurs de variétés, notamment dans le monde du potager, et je peux vous garantir qu'ils font extrêmement attention aujourd'hui à sortir des variétés nouvelles qui sont goûteuses. Toi, tu fais un peu tout le monde. Oui, je fais un peu des deux, parce que d'abord, les hybrides F1, les variétés anciennes sont passées par ce stade-là. Alors, il n'y a pas que des F1 dans les modernes, hein. Il y a aussi des variétés qui sont de sélection, parce que s'il n'y avait que des F1, ça serait la ruine pour le jardinier amateur. Oui, et puis quand même, on parlerait plutôt que de variété ancienne, de variété stabilisée. Parce qu'une variété stabilisée, une fois que tu as la F1, pas la Formule 1, mais la F1, après, il faut passer au stade suivant et qui fait que c'est le travail du sélectionneur. On va arriver à avoir, au bout de 8 à 10 ans, on va avoir une variété stabilisée qu'on pourra utiliser. Et il ne faut pas dire variété ancienne parce qu'il y en a des... La Green Zebra, par exemple, elle date des années 80, 1980. Et puis, il y en a, là, j'en regardais quelques-unes qui là, tu parles de tomates. Hein. De tomates, pardon. Oui, de tomates.
tomates. Oui, c'est vrai, j'ai même pas précisé. Oui. De tomates, oui. La Green Cherokee, elle a été obtenue en 2014, donc on a quand même des nouvelles vieilles variétés, si on considère que ce sont de vieilles variétés. Et moi, je fais les deux parce que, comme tu l'as dit, dans les hybrides F1, il y a quand même des qualités dans le fruit qui sont très intéressantes. Alors, les F1 sont des plantes que vous ne pouvez pas ressemer parce qu'elles ont été croisées avec 2 lignées qui, elles, étaient fixées, mais qui sont la première génération. Et lorsque on a l'habitude un petit peu de la génétique avec les fameuses lois de Mendel, eh bien, vous avez le génome des 2 parents qui ressortent sur la 2e génération. En général, vous avez la moitié de la variété, puis après un quart de chacun des 2 parents. Donc c'est un peu le bazar et vous n'avez pas forcément la bonne variété. En plus, on fera certainement un de ces jours un sujet sur le fait de récolter ses propres graines ou pas. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à cela pour une raison très simple, c'est que c'est la meilleure façon de transmettre les maladies à virus, alors que les variétés de graines que vous achetez, elles sont sélectionnées, contrôlées, on vous expliquera ça. C'est vraiment pas fait n'importe comment, c'est un entourage professionnel très très dur. Fabriquer, enfin entre guillemets, être un producteur de graines, agriculteur, c'est très compliqué. Tu en as autour de chez toi? Non, mais il y a des choses qui se ressèment toutes seules. Hein. Tu vois, nous, on a certaines salades. On a une cressonnette marocaine, par exemple, qu'on laisse se ressemer systématiquement d'année en année, et ça se passe très bien aussi. Donc, je te dis, moi, je suis entre les deux. Tu es entre les deux. Et maintenant, nous allons nous quitter pour très très peu de temps, mais pour écouter une belle page de publicité, et nous en avons bien besoin. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Roland, mon cher, nous sommes aujourd'hui le 17 avril et qu'est-ce que tu vas nous faire dans ton jardin la semaine prochaine? D'abord, je ne me découvre pas d'un fil et plantation des pommes de terre, tu en as parlé, mais ça dépend des régions évidemment, on repère le lilas et donc la plantation des pommes de terre, maintenant il ne faut plus tarder, il faut y aller et avec les pommes de terre, je vais planter les griffes d'asperges, j'en ai pris cette année parce que j'ai un petit coin un petit peu bien sableux, on a rajouté du sable, etc. Tu les mets pas ensemble? Non. Non, et comme je te le disais tout à l'heure, on diversifie un peu tout, donc ça ne sera pas un rang.
3 ici, 2 là, 1 là-bas, etc. Rassurez-vous, c'est facile à récolter, on les repère quand même. On les repère quand même, et puis là, il faut faire un trou assez profond. Il faut bien ameublir le sol au moment de la plantation de la griffe. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va mettre la griffe tout au fond, mais c'est surtout ameublir le sol et puis veiller à ce que ça soit bien drainé, parce que c'est le problème des asperges, il faut vraiment un terrain très bien drainé. Alors, tu nous fais des petits rempotages aussi en ce moment ? Oui, je m'occupe de la terrasse. Là, on a viré les petits pots, parce que l'été est difficile à gérer. Excellent, très très bonne idée, parce que plus c'est petit, moins il y a de terre, plus ça se dessèche rapidement, alors que si vous mettez un pot assez volumineux, eh bien vous n'êtes pas obligé d'arroser tous les soirs, ou même parfois 2 fois par jour quand il fait très chaud. Oui, c'est galère, et puis tes plantes sont en meilleure santé, donc le potier est content. Donc on a géré ce truc-là avec différents types de pots. Bon là, il faut que ça s'harmonise un petit peu, parce que maintenant que ton pot est volumineux, il se voit. Hein. Donc si tu mets le rouge avec le jaune, ça ne le fait pas trop. Donc on essaye d'harmoniser en fonction du rythme qu'on va donner. Et oui, là, rempotage, donc billes d'argile et tout. Et tout le tout, Tim. Alors, au niveau aussi du travail du sol, vous qui faites donc un jardin au naturel, vous ne retournez pas la terre. Non, on l'aère, et justement, tu parlais de grelinette tout à l'heure, ou de rotogriffe, mais on va surtout l'aérer. C'est important de l'aérer, parce que nos semis, quels qu'ils soient d'ailleurs, eh bien, on va les semer dans une terre bien meuble et bien légère, et puis on a des carrés potagers aussi, donc on ne retourne pas. Non, d'abord, c'est trop de boulot. En plus, pourquoi mettre les petits en bas, les trucs en haut? Enfin bref, le fait de mélanger, c'est toujours dangereux pour le sol, donc on aère. Aérer, c'est bien, mais il faut quand même que le sol ait été bien travaillé avant. C'est-à-dire que si vous avez un nouveau terrain, de toute façon, vous serez obligé de commencer par passer par le labour, ou du moins le bêchage, de manière à bien décompacter tout ça. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on apporte notamment de la matière organique, eh bien, on va améliorer très sensiblement, il faut bien le dire, on va améliorer très sensiblement le sol. Mais d'ailleurs, comment, avec ta fourche, tu fais pour enterrer la matière organique ? Alors, on la laisse sur place, on fait beaucoup de compostage de surface, je te dirais. Voilà. Donc, tu laisses le boulot se faire. Oui, le boulot se faire tout seul. Donc, on va à l'automne, on va aérer à l'automne, on laisse faire. Et puis, l'hiver étant le bienvenu, eh bien, il fait son boulot tout seul. Alors, une petite chose quand même aussi, surtout pour les amis de l'Est de la France comme Roland, c'est les tomates qui fleurissent, je dirais, dans les jardineries. Il faut faire attention. Oui, alors là, on est tenté, on se fait avoir chaque année parce que tu craques, il y a du soleil partout. Oh, les belles tomates, les aubergines sont super, je vais commencer. Et puis là, oui, patatrac, ça dépend de la région évidemment, mais on peut avoir des gelées très tardives et en fonction de la zone où vous êtes, plus ou moins froide, ça peut durer jusqu'au mois de juin. Donc, prudence. Alors, il n'y a pas que ça, c'est que le printemps aussi est généralement une saison d'humidité. Et si vous plantez des tomates maintenant, vous les mettez sous un abri. Donc il y a des abris spéciaux pour les tomates. Alors il y a des cloches, il y a des sortes de serres un peu ouvertes, etc. L'important étant qu'il n'y ait pas trop d'eau qui leur tombe dessus et puis qu'elles soient effectivement protégées du froid. Tu as évoqué les aubergines, c'est encore plus frileux que la tomate. Idem pour les piments, les poivrons, donc attention. En ce moment, on peut aussi diviser les plantes aromatiques. Tu fais ça, toi ? Oui, division de touffe. Voilà. Oui, ça, pas quand toutes, on a évidemment. du thym qui a poussé comme ça, Oui. eh bien, on en fait des petits morceaux de façon à pouvoir rajeunir la touffe. Ça, c'est important. Alors, sur la menthe, c'est même plus de la division de touffe qu'il faut faire, c'est la séparation de rhizomes parce que ça pousse partout, il faut faire attention. D'ailleurs, mon conseil, moi, sur la menthe, ça serait plutôt de la cultiver en pot. Oui, c'est ce qu'on fait, donc toujours en gros pot, et ça te permet de gérer, alors pas les mettre sur la terre parce que tu as les graines qui tombent et après tu t'en retrouves un peu partout, mais oui, des gros pots de menthe, c'est très bien. Et puis, pour terminer, dans les régions où il ne fait pas trop froid, on peut se mettre à planter toutes les bulbes de l'été. Alors les bulbes, c'est pas des vrais bulbes, les dahlias sont des tubercules, mais les glaïeuls, les sparaxis, les tigridias, enfin toutes ces plantes qui vont faire de très 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 jolies fleurs pendant l'été, certaines qui sont pas trop connues, et ça je vous le recommande tout particulièrement. Eh bien, il est temps de lire un petit peu, alors même peut-être beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées autour du monde du jardin. Et puis, on va commencer quand même par Roland, qui lui préfère aller sur Internet. Qu'est-ce que tu as vu de beau ? Oui, je ne sais pas lire, donc je vais plutôt surfer. Donc, j'ai vu un site qui s'appelle potagercity.fr, qui a été créé par 2 frangins, Damien et Johan. Donc, ils n'étaient pas vraiment adeptes des légumes. Leur maman était obligée de leur faire manger des légumes. Puis, ils ont
Ils ont créé en 2007 à Lyon, ils se sont dit tiens, on va essayer de rendre les légumes accessibles, les légumes frais accessibles à tout le monde. Et ils ont créé un petit truc. Alors, ils bossaient de 2-3 heures du matin jusqu'à 22 heures pour aller livrer des légumes, donc des paniers légumes. Mais c'est pas eux qui les cultivent. Non. Ils ont cherché, et progressivement ils se sont développés, ils ont cherché un bon producteur bien de chez eux. Et alors évidemment, il fallait qu'ils ramassent au début, il fallait qu'ils soient comptables, informaticiens, cyclistes, entrepreneurs. Et puis maintenant, aujourd'hui, quand vous allez sur Potager Cities, il y a 50 000 clients, il y a près de 1 million de paniers qui sont réalisés dans l'année. Donc enfin, ça marche bien. Puis on en trouve à Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, etc. Ah, donc il y en a partout. Alors, moi, je vais vous proposer 2 livres. Un qui vient de ressortir, parce qu'en fait, l'auteur, c'est un monsieur qui s'appelle Alphonse Karr. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'était un très très grand journaliste du Figaro au 19e siècle, et il était aussi romancier. Et il s'est passionné pour les jardins au point d'écrire vraiment un vrai bijou qui s'appelle « Voyage autour de mon jardin », et qui est actuellement donc republié par les éditions Rive Neuve. C'est un livre sans illustration, c'est comme un roman. Ça coûte 11,50 €, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et vous avez dans ce livre une modernité, mais extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes au 19e siècle, vraiment au cœur du 19e siècle, puisque en fait, il est mort en 1890, donc il était à l'apogée de sa carrière vers les années 1850. Et il vous sort des choses comme on ne peut même pas imaginer. Cette sensibilité écologique, la nécessité d'harmoniser les végétaux, comme on en a parlé au début, avec le compagnonnage, tout ça, il le ressent énormément. Et alors, il parle des variétés, il parle des plantes qu'il a dans son jardin, mais il en parle d'une façon assez magique. Alors toi, tu l'aimes bien, Alphonse Karr. Oui, parce que moi, j'ai pas lu, mais j'ai surfé pour aller chercher ces citations qui sont super. Je t'en donne une comme ça. La terre boit l'eau, l'arbre boit la terre, la mer boit l'air, le soleil boit la mer, la lune boit le soleil. Alors pourquoi me quereller lorsque je veux boire un coup? Oui, c'est tout à fait Alphonse Karr, qui a d'ailleurs aussi publié un petit traité qui était « Comment insulter les plantes en latin ». Donc il avait dit aussi d'ailleurs, la botanique, c'est l'art de sécher les plantes entre des feuilles de papier et de les injurier en grec et en latin. Donc vous voyez un petit peu le ton, et je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez passer un bon moment tout en restant dans le monde du jardin. Donc Voyage autour de mon jardin aux éditions Rive Neuve. Alors un deuxième livre, pareil, on reste dans le monde artistique quand même, avec Le jardin de Monet à Giverny, Histoire d'une Renaissance. Alors là, on est complètement dans un autre type de livre. C'est un très beau livre, grand format, cartonné. L'auteur, c'est Gilbert Vahet. Alors, qui est Gilbert Vahet? Gilbert Vahet, c'est le jardinier qui, avec l'architecte Gérard van der Kamp, a récupéré le jardin de Monet à Giverny en 1975, et y a travaillé jusqu'à 2018. Et le titre, qui est Histoire d'une Renaissance, enfin le sous-titre, c'est exactement ça. On va suivre d'année en année l'évolution de ce jardin qui était malheureusement devenu quasiment une sorte de friche pour redevenir ce qu'il est aujourd'hui, à savoir une véritable petite merveille d'harmonie, d'équilibre et de couleur, à l'image du peintre impressionniste qui avait été son créateur. C'est carrément édité par les éditions Claude Monet Giverny, donc par la fondation Claude Monet. Ça coûte 39 €, mais ça évaut largement. Vous avez des documents d'époque, vous avez évidemment tout le travail qui a été fait, et vous suivez avec des magnifiques photos ce qui est son jardin. Tu aimes bien Giverny? Ah ben oui, forcément, t'es obligé. On est obligé en tant que jardinier d'aller faire un tour, Enfin, faut y aller. Faut y aller, faut aller aussi au moment des nymphéas, puisqu'en fait, l'association de l'idée de Claude Monet avec les nymphéas, c'est tout à fait non seulement d'actualité, mais c'est magique. Encore une question d'auditeur qui nous a donc
transmis la question suivante. C'est Hermine, sur la chaîne YouTube News Jardin TV. Elle dit « J'aimerais bien réaliser une prairie fleurie. Est-ce qu'il suffit de jeter des graines de fleurs en mélange comme ça sur un coin de terre, comme on me l'a dit ?» Oui, Hermine, elle est quand même maline. Elle dit « J'ai quelques doutes. » Et toi, mon cher Eh bien, je dis, Hermine, si seulement c'était le cas, ça serait peinard. On pourrait mettre des prairies fleuries partout. Non, c'est pas le cas. On va être obligé de faire un peu comme le gazon. Donc, préparer le sol, aérer, retirer les herbes indésirables, avoir une surface conséquente pour que ça représente quelque chose quand même. Et puis, on va semer, on va quelquefois rouler ou enterrer les graines, on va arroser. Donc, il y a tout un cinéma à faire quand même pour avoir une prairie fleurie. Alors, c'est pas qu'un cinéma, c'est qu'il faut savoir que les très belles prairies fleuries, d'abord, il faut savoir acheter les graines qu'il faut parce que une belle prairie fleurie, c'est entre 15 et 30 espèces différentes. Donc, avant d'acheter votre boîte de graines, vous regardez sur le boîtage ce que l'on vous donne comme composition. Ce sont essentiellement des plantes annuelles. Ce que veut dire une plante annuelle, c'est une plante qui va faire l'ensemble de son cycle, depuis la graine jusqu'à l'autre graine, dans l'année. Ça veut dire aussi que ces végétaux-là, il faudra recommencer chaque année le travail. Pour bien réussir une prairie fleurie, première des choses, on ne fait pas ça sur un mouchoir de poche. Il faut que la surface soit suffisamment importante. T'en as fait une, toi? Oui, on avait dans le jardin où nous avions des taupes, justement, je te reprends par rapport à tout à l'heure, on avait fait 400 mètres carrés de prairie fleurie. Donc c'est très impressionnant, c'est extrêmement joli. Par contre, il faut renouveler chaque année, sinon tu as des déboires avec les herbes indésirables. Voilà, parce que très rapidement, la végétation sauvage va prendre le dessus sur les plantes, surtout la deuxième année, parce que le temps que ces plantes se réveillent, etc., les autres elles sont déjà parties. Donc il faut recommencer le travail du sol. Le travail du sol, c'est vraiment une préparation méticuleuse, de très très bien aussi ratisser, etc. Et le secret, c'est d'abord un semis pas trop tôt. Donc là, on est le 17 avril, ça peut commencer pour les premiers, et surtout derrière ça, vous allez faire un semis en croix. Ça veut dire quoi ? Je passe une fois dans le sens de la longueur, une autre fois dans le sens de la largeur, et je remélange aussi mes graines en permanence, de façon à être sûr d'avoir l'ensemble des végétaux ensemble. Pourquoi ? Parce que toutes les graines n'ayant pas la même densité, si vous les laissez, au bout d'un moment, elles se trient naturellement. Donc il faut faire cela. Autre chose là-dessus ? Non, c'est déjà pas mal, tu as dit l'essentiel. En tout cas, Armine, c'est un vrai travail. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Ah là, on va parler d'histoire botanique. Alors c'est une histoire assez extraordinaire sur une plante qui ne l'est pas moins. Cette plante s'appelle le Victoria amazonica. Donc ça, c'est pour les botanistes. On l'appelle aussi tout simplement souvent le nénuphar géant. Et pourquoi, Roland, le nénuphar géant ? Oui, et puis même comment on dit le moule à tarte. Le moule à tarte, oui, parce que effectivement, ces feuilles ont exactement la forme d'un moule à tarte, mais un grand. Et il est épineux aussi, tu sais, il a des épines dessous et sur les côtés, le bougre, pour se faire de la place, a priori. Alors cette plante, elle aussi est une annuelle, il faut bien le savoir. C'est une plante qui ne pousse que dans de l'eau vraiment très très chaude, enfin on va dire autour de 25 degrés en général, et donc c'est végétal qu'on ne voit que dans les jardins botaniques, dans les grandes serres des jardins botaniques, du moins en Europe. Alors ça peut être énorme. Ça peut être énorme parce que le record, c'est 2,78 m de diamètre pour un grand moule à tarte. On peut inviter du copain. Ah oui, la belle quiche. Donc ça, c'était dans une propriété de Bolivie. On le voit vraiment dans les pays tropicaux. Mais ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire du viol de la fleur. Et oui, parce que on est sur une nymphéacée, c'est-à-dire une plante de la même famille que les vrais nénuphars, les nymphéas, qui sont des végétaux considérés comme parmi les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs, les plus primitives. Ces plantes sont apparues il y a une centaine de millions d'années, à une époque où les abeilles, qui aujourd'hui butinent nos fleurs, mais de façon assez élégante, assez délicate, n'existaient pas encore. Et le Victoria, donc, à cette époque, a dû adapter son mode de pollinisation, ou du moins le fait de faire une fécondation de ses fleurs, avec ce qu'il avait sous la main, et à savoir
des partenaires beaucoup plus brutaux qui sont des scarabées. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, c'est un truc qui est rigolo parce que la fleur, elle dure finalement que 2 jours. C'est un truc de fou. La fleur qui est en même temps mâle et femelle, qui va faire les deux. Eh bien, apparemment, il y a une thermochimie qui commence à se mettre en place et la plante se réchauffe d'un seul coup. Elle prend 10 degrés de plus que l'environnement. Tout ça pour avoir un parfum d'ananas. Voilà. Elle est maligne quand même. Hein. Voilà. Alors donc, ce parfum va en fait attirer des scarabées. Donc, les scarabées, ce sont des insectes coléoptères. Vous voyez à peu près ce que c'est, ça, les Beatles des Anglais. Alors, dans la nature, ce scarabée, c'est un cyclocéphala. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont se mettre à faire un pillage, c'est des dévastateurs de tout ce qu'ils vont trouver au niveau des organes internes de la fleur. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la première nuit, la plante est une femelle. Et son pistil, dans ces cas-là, il se montre réceptif uniquement au pollen que les scarabées peuvent avoir transporté en ayant déjà violé une autre fleur. Et à ce moment-là, ces quelques 100 à 300 étamines, elles ne sont pas encore assez mûres pour libérer leur propre pollen, donc la fleur ne va pas s'auto-féconder. C'est déjà assez malin, et on appelle ça la protogynie, c'est-à-dire que la partie femelle, le gynécée, est en avance sur le reste. Alors, qu'est-ce qui se passe après au niveau de la plante ? Eh ben, et la bougresse, c'est là où elle se referme. Hein. La fleur se referme pour emprisonner nos cyclocéphalas. Et eux, en plus de venir bouffer la gratos, eh bien, ils se reproduisent. Ils s'accouplent dedans. Ils restent. Enfin, c'est une vraie boum, hein, le truc. C'est un resto, quoi. Hein, et ils ouvrent. La fleur s'ouvre ensuite, mais elle n'a plus d'intérêt. Donc, ils se barrent. Alors, il se barre, mais il ne se barre pas tout de suite, parce qu'en fait, les scarabées ont été pris complètement en otage. Et ils vont rester dans la fleur jusqu'au lendemain soir. En réalité, ils restent tout le temps de la floraison. Mais entre-temps, il y a d'autres réactions chimiques qui sont dans la fleur et qui produisent ce qu'on appelle des anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont des pigments plutôt de couleur rose ou rouge, et la fleur qui était blanche, eh bien, elle devient rose à ce moment-là. Et en devenant rose, c'est l'inverse de ce qui se passe avec les humains. Les roses pour les filles et le bleu pour les garçons. Là, en devenant rose, elle devient mâle. Elle devient mâle parce qu'à ce moment-là, ces étamines deviennent mûres. Et pendant ce temps-là, comme les scarabées sont toujours là, puis là, ils ont envie de sortir, ils se frottent sur les étamines, et puis le pollen se dépose sur eux, et à ce moment-là, ils peuvent être libérés. Et donc, en violant la fleur qui est devenue mâle, les scarabées sont chargés de ce pollen et vont de nouveau l'appliquer consciencieusement sur une autre fleur qu'ils auront visiter le lendemain. Donc vous voyez comment ça se passe, c'est tout à fait extraordinaire, la botanique est une folie. Après, donc les fleurs, elles vont faire un fruit qui va tomber au fond de l'eau, qui vont remonter à maturité, et puis il y a à peu près 100 à 700 graines qui vont se disperser un peu partout. Tu l'aimes, le Victoria ? Ben oui, c'est grâce à cette plante que je me suis mis au jardin. Quand j'étais tout petit au jardin botanique à Besançon, eh bien, ma maman m'emmenait voir. Alors, c'était des Victoria cruziana un petit peu plus petits parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, j'étais impressionné en tant que gamin devant ce truc-là. Eh bien, je vous conseille à tous d'essayer de voir cette plante. Vous vous rappellerez peut-être l'histoire que l'on vient de vous raconter. Et c'est sur ces bons mots que va se terminer notre émission. Vous retrouverez Roland un petit peu sur tous les réseaux. Et puis sur lesjardinslaterre.com. Et nous avons toutes nos vidéos sur News Jardin TV, YouTube ou le site internet. Alors je vous dis au revoir à tous. Comme d'habitude, on prend les bonnes résolutions avec des vises aux jardinières, à ma petite jardinière, et n'oublions pas notre mascotte Perle. Et nous vous disons à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien.
Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.